votre dernier livre, Urgence et lenteur, vous proposez des réformes en matière de management public. De quel constat partez-vous et quelles sont les réformes que vous estimez urgentes? Alors mon livre s'appelle Urgence et lenteur, quel management public à l'aube du changement de monde. Alors pourquoi d'abord ce titre? Parce qu'il y a vraiment des urgences. Les citoyens, les populations, les chefs d'entreprise, la société civile en général attendent un État performant. Quand j'entends État performant, c'est-à-dire des services publics efficaces. Donc quand on demande aux fonctionnaires d'être performants, c'est dans la logique des choses, c'est dans l'esprit du service public. Et de ce point de vue-là, qu'on soit élu ou fonctionnaire, on est au service de l'intérêt général. Les urgences, elles sont aussi liées à la complexité du monde, à la géopolitique, à la globalisation. Et donc il y a aussi l'urgence de faire une économie assainie, de gérer les crises financières, économiques, la transition écologique, les risques technologiques, etc. Donc il y a plein d'urgences. Mais il faut donc traiter, je vais arriver aux solutions, mais les solutions ne peuvent être faites que dans leur lenteur. La lenteur, ça ne veut pas dire l'inertie, ça ne veut pas dire la procrastination, ça veut dire perdre un peu de temps pour en gagner, le temps de la compréhension. Il faut comprendre les réalités sociales, les réalités économiques. On ne peut pas agir et prendre les bonnes décisions si on n'a pas complètement analysé la réalité des situations. Et donc il faut prendre le temps aussi pour convaincre, pour mobiliser. Il faut mettre les gens autour de la table. L'État est dans une espèce de quadrillage. J'entends par là qu'il est organisé au niveau central par ce que j'appelle des silos verticaux, les grands ministères, les grands opérateurs, les grandes administrations. Et souvent d'ailleurs des silos verticaux qui ont chacun leur propre consanguinité culturelle. Et donc à l'heure où il faut de l'intelligence économique pour écouter les signaux faibles, pour diffuser les bonnes informations, et aujourd'hui on a besoin de data, mais derrière les data, il y a aussi de l'intelligence collective. Ce n'est pas uniquement des algorithmes rigides qui vont amener des informations comme ça. Donc il y a nos silos verticaux, les grands opérateurs, les grands ministères, mais il y a aussi des horizontalités, c'est-à-dire les couches du millefeuille administratif bien connu, de la région à la commune, en passant par de l'Europe à la commune, en passant par les régions et par les départements. Pour que des services publics soient efficaces, il faut qu'ils soient entre eux coopératifs. Et ce n'est pas des structures qui coopèrent, c'est des hommes et des femmes, c'est-à-dire des fonctionnaires, des acteurs concrets, qui doivent être en intelligence collective pour travailler à des solutions concrètes. Et pour ça, il faut diffuser de l'information, il faut aller chercher l'information disponible, détecter les problèmes à traiter et trouver ensemble des solutions. D'où d'ailleurs, aujourd'hui, les débats difficiles qu'on observe entre l'État et les régions ou les départements. Et je pense que tout l'intérêt, et c'est ce que veut faire le président de la République, c'est ce que veut faire le Premier ministre, c'est de créer un dialogue constructif et que tous les gens soient autour de la table. Parce que seul ce dialogue permettra une co-construction à partir de réalités concrètes partagées des situations. Quelles sont les solutions pour amener à ça? Alors, il y a plusieurs types de solutions. Elles sont au niveau, je dirais, au niveau de l'organisation. Elles sont au niveau des processus, des procédures, et elles sont au niveau des hommes et des femmes. Au niveau de l'organisation, moi j'ai tendance à penser qu'il faut vraiment expérimenter du côté de l'État des grandes agences nationales. Je ne sais pas s'il faut poursuivre avec des administrations centrales éclatées avec des services déconcentrés sur le terrain local. Surtout que ces services déconcentrés sont souvent en concurrence de compétences avec les services administratifs des territoires, que ce soit les régions ou les départements. Donc là, il faut clarifier, et des grandes agences nationales dans des thématiques bien précises, dans des domaines des champs de compétences bien précis, orientés résultats, jugés sur leurs résultats, je pense que ça vaut le coup d'être tenté. Par ailleurs, il faut rappeler qu'il y a un principe constitutionnel d'autonomie des collectivités territoriales, et le président de la République a appelé à un pacte girondin.
Je crois vraiment qu'il faut aller dans cette direction. Concrètement, ça veut dire qu'il faut bien répartir les compétences, mais faire attention aussi au fait que les solutions sont reliées entre elles, comme je l'ai dit. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet esprit de coopération et de co-construction. Je pense aussi que pour coiffer ces organisations et pour, je dirais, organiser le dialogue entre l'État et les territoires, moi je préconise un conseil des territoires, c'est-à-dire des présidents de région, des préfets de région qui sont autour du Premier ministre, avec le secrétariat général du gouvernement, avec le secrétariat général des affaires européennes, avec le secrétariat général de la modernisation de l'action publique, et qu'il y ait ce conseil des territoires où tout le monde, en quelque sorte, travaille en commun, travaille de concert pour coopérer et pour intégrer les données d'une situation concrète, de toutes les situations complexes, et de trouver des solutions. Voilà en ce qui concerne l'organisation. Mais les organisations ne font pas tout. Elles travaillent grâce à des processus, grâce à des procédures. Et là, pareil, il faut partir de la réalité concrète des situations et trouver les bons processus, les bonnes procédures pour que ça marche. Parce que les Français, les Françaises, les populations en général attendent que ça marche. Les chefs d'entreprise ne veulent pas d'une administration qui complique au lieu de simplifier. Combien de faillites pourraient être évitées s'il y avait plus de dialogue, du dialogue avec le fisc, du dialogue avec l'administration d'une manière générale. Et combien de problèmes pourraient être évités, combien de souffrances sociales pourraient être évitées. Donc il faut du dialogue, des services publics ouverts avec des procédures, des processus simplifiés. Et il y a une règle d'or que j'ai apprise dans différents endroits, notamment à l'inspection générale des finances, lors de missions concrètes que j'ai faites sur le terrain, c'est que on ne simplifie pas de façon artificielle. Pour simplifier une organisation, pour simplifier une procédure, il faut d'abord admettre et analyser parfaitement la complexité d'une situation donnée. Ce n'est que quand on a compris l'ensemble de la situation, dans toutes ses particularités, dans toute sa complexité, qu'on peut dégager le cœur du sujet, le cœur de la solution, quelque chose de simple. Et je l'ai pratiqué, et je vous assure, ça marche. Alors, après, il faut certainement s'occuper des hommes et des femmes. Et donc, il y a un problème avec notre administration, c'est le système de pensée. Il ne s'agit pas de dire à haut sur les fonctionnaires, il faut davantage les responsabiliser, il faut davantage les mettre en situation de capacité d'initiative, mais le système de pensée est tel, c'est-à-dire le formatage aujourd'hui de notre fonction publique, qu'elle soit hospitalière, territoriale, dans l'éducation nationale, dans l'État, d'une manière générale, que je pense qu'il faut vraiment faire une révolution sur la formation des fonctionnaires. Alors ça veut dire quoi, faire une révolution et refonder la formation des fonctionnaires? Ben, je pense tout simplement, d'abord, on peut dégager 4 niveaux de formation initiale et continue. Alors, on sait que la formation professionnelle continue, on appelle ça la formation tout au long de la vie. Bon. Je dégagerai 4 troncs. Quoi. Premièrement, il faut redécouvrir la culture générale, les humanités. Aujourd'hui, face à la complexité des problèmes, au fait que ces problèmes sont reliés, je le répète, il faut une culture générale, il faut avoir une vision un peu stratégique, il faut avoir une vision, un sens de l'histoire, de la mémoire, c'est important. Donc voilà, connaître un petit peu tout ça. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde de technologie, d'innovation, un monde des savoirs, de l'intelligence, des techniques. Donc il faut avoir une vraie culture scientifique et technique. Et peu de nos fonctionnaires ont cette culture. Et d'ailleurs, le nouveau directeur de l'ENA vient de dire dans une interview qu'il souhaitait, qu'il envisageait de créer une 4e voie d'entrée à l'ENA où la population cible serait notamment dans le domaine des scientifiques, dans le domaine des chercheurs, etc. Donc il y a un vrai sujet parce qu'il faut faire de la mixité culturelle. Et puis, je dirais, le 3e point, c'est la question, je dirais, des techniques, ce que j'appelle des techniques de gestion.
de ce point de vue-là, on n'est pas mauvais. Savoir négocier, savoir écrire le droit, savoir écrire la réglementation, savoir organiser, savoir manager, savoir gérer son temps, enfin, toute la kyrielle des techniques, la culture managériale étant évidemment importante là-dedans, mais pour moi, le management, c'est pas une technique, c'est un art. Ce qui me permet de faire le lien avec le quatrième point qui me paraît le plus fondamental en termes de révolution dans la formation des fonctionnaires, c'est tout simplement les compétences relationnelles et les compétences comportementales. Assez de traits d'arrogance, assez de déni de la réalité, assez de vision trop linéaire et trop séquentielle. Il faut absolument aujourd'hui que les fonctionnaires, pas les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires qui seraient bas, tous les fonctionnaires soient, je dirais, en capacité d'avoir une approche systémique des problèmes. Combien de fois, je dis à certains de mes collaborateurs, quand j'étais fonctionnaire en responsabilité, combien de fois j'ai dû leur dire, mais vous réglez trop vite un problème, vous apportez trop vite une solution à un problème, et puis vous réglez sans doute le problème, vous créez 3 autres problèmes à côté. Il faut voir la situation dans son entièreté. Et puis essayer d'avoir aussi une idée claire de l'impact de nos décisions. Et puis arrêter de sacraliser la règle. Il faut créer au niveau comportemental et puis après au niveau collectif un système de pensée tel que, voilà, ne pas sacraliser la règle. Si la règle est inadaptée, c'est pas l'esprit de guichet qui doit l'emporter, à savoir, vous n'êtes pas dans la bonne case, monsieur ou madame. Il faut peut-être un processus de clarification de la règle. Il y a un rapport parlementaire en 2006, c'était le rapport Kiles, qui a quand même mis en exergue que 50% des lois étaient inapplicables. Donc, il y a un sujet au niveau de la réglementation. Alors après, je dirais qu'il y a donc des capacités de relation, d'écoute, de bienveillance, parce que je crois que tous nos fonctionnaires et tous les fonctionnaires en général en sont capables. Mais il faut les amener à ça, à cette prise de conscience-là, parce que sinon, nous aurons tendance, et certains chercheurs commencent à le mettre en avant, à avoir une forme de séparation entre les populations et puis leur administration, qu'elle soit locale, territoriale, nationale. Je crois que c'est très important qu'il y ait une écoute proche, parce que, encore une fois, je le répète, les services publics sont au service du public, sont au service des citoyens, sont au service des chefs d'entreprise, de l'économie sociale et solidaire, etc. Donc c'est très très important. En ce qui concerne les statuts, là aussi il y a une révolution à faire. Pas dans l'idée même de statut, puisqu'il faut stabiliser, il faut que les fonctionnaires aient des repères, et le statut est un repère, ça aide à avoir ce sentiment d'appartenance à un service, à une institution, etc. Mais je parlais de mobilité, il faut aussi de mobilité au sens de la promotion sociale. Si on veut donner de la capacité d'initiative à la base, au sens des sachants, parce qu'un grand patron ne connaît pas tout, donc il faut de la synergie, il faut de l'empowerment, comme on dit, eh bien, dans les années 90, aussi bien la fonction publique que, il y a eu un rapport qui a d'ailleurs été mis sous le boisseau assez vite à la fonction publique des années 90, mais en même temps, à la même époque, il y a le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise qui avait fait un livre blanc sur la même problématique, à savoir supprimer la notion de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C. C'est-à-dire, tout simplement, gérer dans le temps des processus de carrière qui fait que quelqu'un qui démarre dans la vie professionnelle à un niveau de base, un niveau C, puisse un jour, possiblement, avoir en tout cas la possibilité, si ses mérites, si ses capacités, si ses compétences le permettent, d'aller à la catégorie A, voire à la catégorie A+. Ça se fait dans le privé. Moi, j'ai rencontré, lors de mon stage ENA dans une entreprise, j'ai rencontré un directeur d'usine dans une grande société aéronautique qui avait commencé vraiment à la base comme tourneur-fraiseur, et qui faisait un vrai métier, parce que c'est une vraie compétence, tourneur-fraiseur. Donc, il faut redonner du sang neuf, et redonner je dirais à la fois de l'empathie et réenchanter nos fonctionnaires, de façon à remobiliser tout ça,
toutes nos équipes de fonctionnaires de façon à ce qu'ils soient vraiment dans le cœur de leur métier au service des populations. Alors, à la fin du fin, la question se pose, c'est pourquoi il faut réformer l'État. Et plus exactement, comme le dit notre président de la République, pourquoi il faut le transformer. Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les problèmes sont mondiaux, sont globaux, et en même temps, ils sont locaux. Et donc, il faut transformer les mentalités, l'état d'esprit dans tout notre pays. Quand on parle de jalousie, quand on parle je dirais, de blocage culturel, mais c'est la vérité. Notre peuple doit évoluer et doit changer de braquet à tout point de vue, dans son comportement, dans ses a priori, dans ses clichés. Et donc, il faut absolument s'adapter au monde réel qui est aujourd'hui le monde global. Non pas que la globalisation ne doit pas être maîtrisée, non pas que la globalisation n'apporte pas des disparités, mais elle est là aussi pour apporter un processus de réduction des inégalités. Parce qu'on voit bien que derrière les processus d'inégalité, c'est le terreau du terrorisme. Derrière les problématiques de transition énergétique ou de transition écologique, enfin en tout cas les risques climatiques non maîtrisés, on voit bien que c'est le stress hydrique dans certaines zones du monde, donc des flux migratoires, etc. Donc on voit bien que ce qui se passe au fin fond de notre planète aboutit au niveau local dans nos banlieues et dans nos petites villes, les campagnes, dans nos grandes villes. Donc tout est relié, comme je le disais. Et donc il faut à la fois créer des richesses. Et qui crée des richesses? Ce sont les entreprises. Ça ne veut pas dire que les services publics ne créent pas de valeur. Mais qui crée la richesse, ce sont les entreprises. Donc cette dynamique de prise en compte des problèmes planétaires, de relance et de redynamisation des entreprises, en les allégeant de fardeaux inutiles, en créant des complications incohérentes entre elles, en prenant des décisions paradoxales, et ça c'est souvent le défaut de l'État, on voit bien que ces réformes de l'État intéressent les entreprises. Elles intéressent les entreprises parce que l'État leur coûte cher, au lieu de les favoriser et de créer de la souplesse, c'est ce que veut faire notre président, et il faut que la France réussisse de ce point de vue-là. Mais en même temps, la réforme de l'État intéresse les gens d'entreprise parce qu'on voit bien de plus en plus, compte tenu de la complexité des problèmes et du fait que les solutions sont reliées entre elles, eh bien, il y a un partenariat public-privé qui doit s'étendre, se démultiplier. Donc, il faut quand même, pour avoir un partenariat, avoir une commune mesure des situations et, je dirais, une culture commune de la gestion. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'une entreprise et l'État se ressemblent. Ça veut dire créer des possibilités de concilier. Et puis enfin, il y a ce que j'appelle dans mon livre, Urgence et lenteur, les perdants de la globalisation. Et donc, il faut évidemment dynamiser ceux qui réussissent, ceux qui entreprennent, ceux qui prennent le risque, ce qu'on appelle, et qui parfois, et tant mieux, s'enrichissent, le sujet n'est pas là. Par contre, il y a des perdants de la globalisation. Et donc, par rapport à ces perdants, heureusement que nous avons des amortisseurs sociaux, mais pas suffisants. Donc, moi, ce que je préconise, c'est, on a parlé de choc de confiance, on a parlé de choc de simplification, je préconise un choc de prévention des risques sociaux, des risques sociétaux, etc. De mettre en synergie tout ce qui a trait à, je dirais, à l'accompagnement de nos citoyens qui sont plus ou moins victimes de ces évolutions, mais qui peuvent un jour redevenir devant de la scène pour peu qu'on les aide, en termes de formation, en termes de je dirais, de risques sociaux, de risques sociétaux. Et puis il y a les plus pauvres. On sait qu'en France, nous avons 3 millions d'enfants qui vivent dans des familles en dessous du revenu minimum. Nous avons 6 à 8 millions d'exclus. Enfin, on a des sujets comme ça. On a parlé de France périphérique. Donc, il faut traiter aussi ces problèmes-là, parce que ce n'est pas à l'heure où des grands continents comme la Chine, comme l'Afrique, comme l'Asie, où les populations croissent, que nous avons besoin, nous, de gaspiller notre ressource humaine. Il faut donc nous appuyer à la fois sur la profondeur de l'Europe, et donc il faut construire l'Europe, c'est un enjeu majeur, et en même temps, ne laisser personne sur le bord du chemin, pas seulement pour des raisons morales, pas seulement pour des raisons éthiques, mais tout simplement pour des raisons d'efficacité collective. Parce que nous avons besoin des richesses humaines de chacun
de chaque Français, de chaque Française, mais aussi d'accueillir des étrangers qui nous aident aussi, parce qu'on est aussi dans un monde ouvert, eh bien, nous avons besoin des compétences-là. Et donc, les gens qui sont sur le bord de la route, ils ne sont pas utiles. Donc, il faut les remettre d'abord dans le sens de leur utilité sociale, mais aussi dans leur dignité, etc. Et donc, il faut un choc de prévention des risques pour aider les gens. Et puis, il y a des risques pour les plus âgés, ce qu'on appelle les risques de dépendance, etc. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre en synergie et trouver des solutions concrètes. Et on ne trouvera des solutions concrètes que par un alignement stratégique, c'est ce que j'évoque dans ce livre, un alignement stratégique, en gros une cohérence de l'action publique, qu'elle soit au niveau européen, au niveau national et au niveau des territoires. Donc vous voyez au bout du compte pourquoi le sous-titre de mon livre c'est Quel management public à l'aube du changement de monde. Ce changement de monde, ces métamorphoses, c'est des urgences à traiter. Mais le management, la culture managériale, c'est le facteur clé du succès, des réussites de ces transformations. Donc il nous faut des managers publics, il nous faut un président manager, il nous faut des ministres managers, mais des managers publics et non pas seulement des gestionnaires de procédures. Parce que si nous voulons mobiliser l'ensemble des fonctionnaires, il nous faut des managers ouverts, libres, missionnés clairement et qui aient la durée dans le poste pour pouvoir avoir le temps de faire ces transformations.